bonjour à tous, merci d'être là, nombreux, pour écouter deux auteurs que je suis vraiment ravie d'accueillir, bien sûr, ici, à la foire de Brive, à la foire du livre de Brive. Alors, ces deux auteurs, on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps, de toute façon, vous le savez, vous savez qui c'est. Luca Di Fulvio, ici, avec son dernier livre, Le Soleil des rebelles. Et puis, un invité qui vient de très loin, de la Corée du Sud, et qui s'appelle Kim Un-soo. Et vous avez remarqué, bien sûr, qu'il y a, avec ces auteurs, deux charmantes dames qui vont bien sûr être les traductrices, de manière à ce que, justement, ces auteurs se sentent vraiment à l'aise pour pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle. Alors, Luca Di Fulvio, il est édité chez Slatkin et compagnie, et Kim Un-soo est édité chez Serge Safran Éditeur. Avant que la rencontre ne commence, on a un petit peu cherché à savoir les points communs entre la Corée et l'Italie. Ça paraît pas évident, et puis finalement on en a trouvé. Ce sont deux péninsules, ce sont deux pays baignés par la mer, et ce sont deux pays aussi où il y a une tradition ancienne de l'écriture. Alors, je vais commencer par Luca Di Fulvio. Je présente très très vite le livre, juste pour pas le dévoiler, mais quand même qu'on sache de quoi on parle. Il s'agit d'un roman qui est mené tambour-bâton, avec des aventures. Ça se passe au début du XVe siècle. On est quelque part au pied des Alpes, et c'est une histoire, bien sûr, de violence, mais aussi comment un enfant va devenir un homme, au prix évidemment de circonstances parfois très douloureuses. Et je laisse la parole, peut-être. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, très bien, merci. C'est bon. Donc voilà un petit peu le décor est planté. Et évidemment, je vais tout de suite poser des questions à Luca. Alors, dans ce roman, il y a bien sûr une ambiance historique très précise, la fin du Moyen-Âge. Et vous êtes coutumier du fait, c'est-à-dire que vous aimez bien les choses qui se passent dans l'histoire, avec par exemple un roman qui avait été écrit sur les enfants de Venise, n'est-ce pas, pendant la Renaissance. Et puis, un autre livre qui s'appelle Le Gang des rêves et qui avait été écrit, qui racontait l'histoire d'enfants aussi à New York au début du XXe siècle. Donc, l'importance de l'histoire. Racontez-nous un peu pourquoi l'histoire avec un grand H. Je vais... Non. Non. No. Non posso parlare francese. Il ne peut pas parler en France. E sono stato molto pericoloso quando ho parlato in francese. Il a été très dangereux quand il a parlé en français. C'è stata una festa in cui volevo fare il simpatico e c'erano delle blogueuses. Il y a eu une fête dans laquelle il voulait être sympathique et puis il y avait des blogueuses. Et j'ai dit bonsoir à tout le monde. Vous savez que je suis italien et j'aime beaucoup baiser les femmes. Oh oh. Questa è la ragione per cui non parlo più francese. Voilà la raison pour laquelle il ne parle plus le français. Io amo la storia moltissimo perché mi permette di raccontare i veri sentimenti degli esseri umani. Il aime beaucoup l'histoire parce que cela lui permet de raconter les véritables sentiments humains. Però non può mai essere la storia che non ha connessioni con il nostro tempo moderno. Mais il ne peut jamais s'agir de l'histoire qui n'est pas de connexion avec le temps moderne. Se no non ha senso, e in realtà spesso se si pensa a un romanzo storico come idea è palloso.
Sinon, cela n'a pas de sens. Et si on pense à un roman historique, pour l'auteur, d'une certaine façon, c'est très ennuyeux. Quello che penso realmente è che è più importante raccontare una storia e dei sentimenti, e la storia con la S maiuscola deve essere un po' dietro. Donc pour lui, il est plus important de raconter l'histoire des sentiments, et l'histoire avec un S majuscule doit être un peu en retrait. Adesso sto zitto perché Bérenger mi sta guardando male. Maintenant, il se tait parce que Bérenger, qui interview, est en train de le regarder de travers. Ah, pas du tout, pas du tout. Je trouvais ça justement très intéressant, puisque l'histoire avec le grand H n'est que la toile de fond, parce que finalement, les sentiments et les émotions qui sont décrites à travers les personnages, à travers cet enfant, à travers les rencontres qu'il va faire, ce sont des sentiments éternels. C'est ceux que l'on rencontre encore aujourd'hui, c'est toujours les mêmes questions. Ah, très bien. Je comprends le français. D'accord. Io penso una cosa fondamentale, questo libro ha avuto una ragione di nascere, perché mi ha colpito, perché questo periodo in Italia viene chiamato umanesimo. Alors, il pense que ce livre a eu une raison de naître, parce que cette période dont il parle en Italie est appelée umanisme. E durante il Medioevo in cima e sopra ogni cosa c'era Dio. Et au Moyen-Âge, en haut dans les ciels, sur toute chose, il y avait Dieu. E poi nel Rinascimento il centro dell'universo era l'uomo vitruviano di Leonardo. Et ensuite, dans cette période de l'humanisme et de la Renaissance, au centre du monde était l'homme de Léonard, de Vitruve. E quindi mi piaceva raccontare questo passaggio dal principe, che è Dio, che diventa niente e deve ricominciare da capo, come ha detto Bérenger, per tornare a essere un uomo. Quindi mi piaceva raccontare una storia, la storia di un cambiamento importante nell'essere umano. Donc il aimait bien raconter cette idée de raconter l'histoire d'un enfant qui devient un homme, et donc cette histoire d'un homme dans l'humanité, dans le genre humain. Alors effectivement, dans les différents romans, d'ailleurs, ces 3 romans dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Gang des rêves, Les enfants de Venise et aujourd'hui Le Soleil des rebelles, on a eu tendance à parler de trilogie, mais ce n'est pas une trilogie, absolument pas, et vous ne vouliez pas qu'on le dise, et vous avez raison, puisque ce sont 3 histoires radicalement différentes. Mais il y a ces 3 figures d'enfants. Il y a ce petit Michael, Marcus Michael, il a 2 noms, nous allons en parler, nous allons dire pourquoi. Il y a Mercurio dans Les enfants de Venise, et il y a Christmas dans Le Gang des rêves. Alors c'est vrai qu'il y a ces 3 personnalités d'enfants qui portent le livre et finalement qui racontent l'humanité. Alors ce petit Michael, Marcus, vous voulez bien nous en parler un petit peu, parce qu'il lui arrive une chose horrible. On lui prend sa première identité et on la lui prend dans la violence, et c'est bien sûr les premières pages du livre, les premières lignes. On est tout de suite propulsé dans l'histoire. A me piace raccontare storie di giovani, perché è come avere un foglio bianco davanti. J'aime bien raconter des histoires de jeunes, parce que c'est comme d'avoir une page blanche devant soi. Se raccontassi una storia di un uomo della mia età,
dovrei continuare a guardare a tutti gli appunti che ci stanno dietro, è troppo lungo. S'il racontait l'histoire d'un homme de son âge, il devrait regarder continuellement aux notes de toute une vie et ce serait trop long. Invece un giovane ha la possibilità e dà a me la possibilità di guardare al futuro, di guardare in avanti. Tandis qu'un jeune lui donne la possibilité de regarder au futur, de regarder de l'avant. E anche se i miei libri sono piuttosto violenti, in realtà credo che una cosa che li accomuna è il fatto che i sogni, i desideri, la volontà possono cambiare le cose, e non a caso nei miei libri c'è sempre un happy ending. Et même si ces livres sont différents, ce qui les met en commun, c'est qu'il y a toujours une volonté, un rêve, un désir qui les rend semblables et il y a toujours une fin heureuse. Alors, dans ces livres, dans ce livre en particulier, mais c'est un petit peu aussi le cas des deux autres, mais celui-ci, on a à la fois une extrême violence, la violence des mœurs de l'époque, c'est-à-dire on tue, on pille, on brûle, on blesse. Et justement, l'enfant n'est pas du tout protégé. L'enfant voit des horreurs. Cet enfant qui a été élevé pour devenir prince, finalement, n'est pas prince, puisque son père a été renversé, assassiné devant lui, et lui, il est sauvé par miracle, et il est élevé comme, pas un esclave, mais presque. Et donc cette figure d'enfant qui est soumise à la violence, en même temps, il y a des moments de paix dans ce livre, il y a des moments de douceur, il y a des moments de rencontre assez exceptionnels, et il y a des personnages qui finalement incarnent la sagesse, la bonté, le courage, mais aussi bien sûr la face noire de l'âme humaine, la cruauté, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, etc. Donc, vos personnages, est-ce que finalement ils naissent de ces différentes émotions, sentiments? Comment vous les voyez, vos personnages? È vero che nella vita è abbastanza raro che ci sia l'happy ending. C'est vrai que dans la vie, c'est plutôt rare qu'il y ait la fin heureuse. Però una cosa che io credo importante è mandare un messaggio positivo. Mais ce que je considère important, c'est d'envoyer un message positif. Non sto dicendo che io invio messaggi, per carità di Dio, io scrivo solo storie. Même s'il n'est pas en train de dire qu'il envoie des messages, mais il écrit juste des histoires. Però la parte tenera che tu dici nasce un po' dal mio desiderio, e infatti il mio analista sa che guadagnerà un sacco di soldi per tutta la vita. Mais la partie tendre de ces personnages naît en partie par son côté tendre, et justement son analyste sait qu'il gagnera plein d'argent pour toute sa vie. E in parte io credo che veramente quando si scrive si ha un privilegio straordinario, che è quello di vivere le vite che tu non potrai mai vivere. Et en partie aussi parce qu'il croit que quand on écrit, on a cette possibilité de vivre des vies extraordinaires que dans la réalité, on n'a pas la possibilité de vivre. E quindi io mi scrivo le storie che mi piace vivere. Et donc il s'écrit les histoires qu'il aime vivre ou qu'il aimerait vivre. Est-ce que vous pensez, Luca, que vous auriez aimé vivre à cette période? No. Ma infatti un sacco di gente mi dice è un
è vero che fai l'happy ending, però scrivi delle cose durissime. Et justement, beaucoup de gens lui disent que c'est vrai qu'il fait ce happy end, cette fin heureuse, mais en même temps, il écrit des choses très dures. Però è inutile scrivere delle menzogne, cioè la vita di quel tempo era dura, era uno schifo e noi siamo riusciti a conquistare la libertà, perché noi ci lamentiamo del nostro mondo di adesso, ma è un paradiso in confronto a certi mondi che esistevano prima. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la vie était vraiment très dure. Et donc, aujourd'hui, on se plaint du monde dans lequel on vit. Mais en réalité, on est bien loti par rapport à cette époque où la vie était extrêmement dure et la liberté n'existait pas. Il y a une chose aussi qui, évidemment, hein, et je dirais presque le fondement du livre, c'est que cet enfant, qui va devenir un homme, donc, il va être amené à faire des choix. Et on lui dit bien, c'est toi qui choisis ce que tu veux devenir, malgré les circonstances, malgré le malheur, malgré ce qu'on cherche à t'imposer. C'est toi qui fais le choix. C'est donc toi qui fais ton destin. C'est très important ça, parce que c'est ça la liberté. C'est la liberté de l'homme. Est-ce que tu veux en parler un peu? Sì, questo è esattamente ciò che penso che vada detto, e cioè noi siamo responsabili delle nostre scelte, non solo per la nostra vita, ma anche per la vita degli altri. La democrazia è esattamente questo, è la capacità di scegliere. E questo è il centro del racconto che cerco di fare. Oui, justement, c'est cette liberté de choix et cette capacité de choix qui est au centre de son œuvre et de sa pensée, parce que la démocratie est vraiment ceci, c'est la possibilité de faire des choix. Non, vas-y. Non. Ah, d'accord. Est-ce que, alors, ce roman qui se lit vraiment, je dirais, mais on est emporté, et c'est une écriture trépidante, c'est-à-dire que on n'arrête pas. À chaque page, il y a quelque chose, et c'est véritablement un cheval au galop, comme je disais tout à l'heure. Je pensais aussi, est-ce que par exemple, dans la littérature, ce qu'on appelait la littérature de KPDP, la littérature de KPDP en France, au 19e siècle, Dumas ou des choses, est-ce que c'est des histoires que le comte de Monte Cristo, des choses comme ça? Oui, est-ce que c'est quelque chose qui est chez toi? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que c'est... È bello che dici il Conte di Montecristo, perché il mio bisnonno mi ha lasciato in eredità la prima edizione del Conte di Montecristo in francese, quella non il feuilleton ma il libro. Alors, il trouve très beau que Bérengère dise ça, parce que justement son arrière-grand-père lui a laissé en héritage la première édition du livre du Comte de Monte Cristo, pas le feuilleton mais vraiment le livre, la publication. Quindi questo già mi fa felice. Cela, il les rend déjà heureux. Però io credo che sicuramente la mia scrittura è influenzata dai grandi classici. Devo dire, è faticoso dirlo perché siamo in Francia, però i grandi classici a cui mi riferisco sono francesi. Alors, il dit qu'il faut qu'il dise que sa littérature est influencée par les grands classiques. Et c'est un peu, ça semble un peu bizarre de le dire parce qu'on est en France, mais pour lui, les grands classiques de la littérature, ce sont les auteurs français. Merci beaucoup, Luca. À toi. Et
je te remercie évidemment pour cette réponse, mais aussi dans ce livre qui est quand même un message d'espérance parce que ça finit bien. Il y a une belle fin, c'est vrai. Et est-ce que dans les événements que tu racontes, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre malgré tout en lien avec notre époque actuelle, avec aujourd'hui, des choses qui te... Oui? Sì, innanzitutto penso che, vedi, anche se qui è molto più greve perché sono i servi della gleba. Alors, oui, même s'il pense que dans cette histoire, c'est beaucoup plus lourd parce qu'il s'agit d'esclaves. Però quello di cui si parla è la dignità dell'essere umano. Mais ce dont on parle, c'est la dignité de l'être humain. E quello che sta succedendo nel mondo oggi e non riguarda solo l'emigrazione, riguarda tutti noi. A volte perdiamo dignità ed è sulla dignità che dobbiamo lavorare. Donc, il dit que ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, ce n'est pas seulement le problème de l'immigration, mais c'est le fait que souvent nous tous, on perd de la dignité. Et c'est sur cette dignité qu'il faut travailler. Perché, per esempio, l'Italia è uno dei paesi con il più alto numero di emigranti al mondo. Credo che siamo quasi 30 milioni di emigranti. Parce que l'Italie, d'ailleurs, c'est le pays qui a eu le plus grand nombre de migrants au monde. Il y a à l'étranger, en dehors de l'Italie, 30 millions d'habitants. E adesso in Italia si sta cominciando a diventare razzisti con gli emigranti? Et maintenant, en Italie, on commence à devenir raciste, ce qui est un contresens. È una cosa assurda, ma è il problema della dignità non riguarda solo gli emigranti, ma anche quelli che sono razzisti. I razzisti perdono dignità. Mais le problème de la dignité ne concerne pas seulement le respect des immigrants, mais surtout ceux qui sont racistes, parce que eux aussi, ils perdent en dignité en étant racistes. Merci beaucoup, Luca. À toi. Merci beaucoup. À vous. Et merci beaucoup aussi à Madame d'avoir assuré la traduction, parce que c'est très important. Merci. Me ne vado, non voglio sentire quello che dice Unsu. Il s'en va parce qu'il ne veut pas entendre ce qu'il dit. Alors, maintenant, nous allons voyager. Nous allons voyager très loin et nous allons découvrir un auteur coréen, Kim Ung-soo, pardonnez-moi pour la prononciation. Vous êtes donc coréen du Sud. Et vous êtes un des auteurs aujourd'hui qui est traduit à l'étranger et notamment en français, grâce notamment aux éditions Serge Safran. Alors, ici, dans ce recueil de nouvelles, qui s'appelle Jab, et vous allez nous dire évidemment ce que c'est que Jab, c'est comment dire, on est aussi dans l'humain. C'est l'idée que parfois l'humain est confronté à des situations qui touchent à l'absurde et qu'il va y avoir aussi des choix, pas toujours rationnels, et puis d'une ambiance qui peut être parfois très lourde, un peu inquiétante. Alors, je l'ai dit, ce sont des nouvelles, ce n'est pas un roman comme ce que nous venons de voir. Et les nouvelles, c'est une forme littéraire qui est très importante en Corée. Et ça, je crois qu'il faut que Kim nous en parle. Pourquoi on écrit des nouvelles ? 안녕하십니까. Allez-y, ça marche ? Oui, c'est bien.
이 소설 속에 있는 단편은 한 20년 전에 썼던 단편들이고요. 요즘에는 단편을 별로 잘 쓰지 않습니다. 개인적으로. Personnellement, en fait, je n'écris plus de nouvelles. Ce sont des nouvelles qui ont été écrites il y a 20 ans que nous avons fait regrouper dans ce recueil. Mais pourquoi la nouvelle, même il y a 20 ans, puisque nous les découvrons, nous, aujourd'hui? 루카 작가님이 말씀하셨을 때 나는 인생을 살기 위해서 소설을 쓴다. 소설가는 새로운 인생을 살기 위해 소설을 쓰거든요. 그래서 장편은 그 소설을 살려고 하면은 굉장히 긴 호흡이 필요하기 때문에 처음에는 단편으로 시작하는 것이죠, 그냥. Comme Lucas vient de dire, en fait, je voulais vivre la vie et exprimer cette vie dans mes œuvres littéraires. Et tout au début, quand j'ai commencé à écrire, je m'étais dit qu'écrire un roman, il faut de longue haleine, alors que je voulais écrire beaucoup de choses. Donc, j'ai opté pour les nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous dire la signification du mot, bien sûr, qui est le titre de la première nouvelle de ce recueil et qui sert de titre à l'ensemble du recueil? Jab. Pourquoi Jab? 잽이라는 제목은 그냥 권투할 때 이거 Le jab, c'est un geste qui est très fréquent dans la boxe. 이것은 상대방을 쓰러뜨릴 수도 없고 사실은 상대방이 들어오게 하는 것을 거리를 주는 아주 소극적이고 좀 뭐랄까 그런 주먹에 속하는 거죠. 라이트나 어퍼처럼 상대방을 쓰러뜨릴 목적도 아니고 겁쟁이 주먹 같은 느낌이랄까. En fait, quand on lance des jabs, ce n'est pas vraiment s'attaquer à l'adversaire, c'est juste pour le tenir à distance. Et en fait, on peut dire que ce sont des attaques passives d'un poltron qui n'a pas vraiment le courage de s'attaquer à quelqu'un d'autre de manière frontale comme left ou right qu'on lance. 인간의 삶은 두 종류 항상 적을 만나는데 적을 만날 때 우리가 할 수 있는 일은 두 가지가 있어요. 쓰러뜨리거나 아니면 홀딩, 안거나. 그런데 이 소설 속에 나오는 소녀는 15살이고 아직 세상에 대해서 이 사람을 쓰러뜨려야 되는지 안아야 되는지를 모르고 단지 분노만 해 있는 거죠. Et en fait, je crois que dans la vie, nous rencontrons beaucoup d'ennemis et on se demande, il y a deux façons d'agir. On se demande, est-ce qu'on va vraiment s'attaquer à l'autre pour l'abattre ou alors on va essayer de se tenir à l'autre pour résister. Et c'est un gamin qui a 15 ans, il ne savait pas pour quelle méthode qu'il devait s'adapter, pour quelle façon il va s'adapter. Donc, il lance une sorte de jab qui n'est pas vraiment s'attaquer à l'autre, mais de le tenir à distance. Alors, tous vos personnages dans les différentes nouvelles, ils sont toujours pris parfois dans des situations étranges, inquiétantes. Alors à la fois, quand on lit, on rit, mais on s'inquiète un peu. Je dirais on sourit parce que les personnages sont quelquefois confrontés vraiment à l'absurdité. Et c'est une vision de l'humain qui est un petit peu inquiétante aussi. Je pense en particulier à la nouvelle Les prisonniers de la chambre forte. 저는 소설을 쓸 때 시각을 가지지 않는다. 메시지랑 잠언, 교훈을 따위를 절대 소설에 넣지 않는다. 소설을 쓸 때 별 생각을 하지 않는다가 소설을 쓰는 가장 중요한 원칙입니다. Et quand j'écris des romans, en fait, j'essaie de ne pas réfléchir, j'essaie de ne pas faire circuler un message, ni insérer des adages, ni insérer des leçons, et d'essayer d'écrire sans réfléchir. 저는 오랫동안 글을 쓰면서 소설의 최고의 적은 누구인가를 생각해봤는데 작가더라고요. Et en écrivant depuis pas mal de temps quand même, je me suis dit qui est l'ennemi principal des romanciers, et ce sont des romanciers eux-mêmes. 작가가 편견을 가지고 작가가 진실을 왜곡하고 작가가 나쁜 시각을 가지고 있죠. Parce que, en fait, donc on peut dire que c'est l'ennemi du roman parce que c'est les écrivains eux-mêmes qui ont plein de préjugés, qui ont des réflexions assez tordues, etc.
donc qui s'attaque au roman finalement. 아름다운 이야기는 그냥 있어요. 그냥 아름다운 이야기를 작가는 쓰면 되는데 이 아름다운 이야기는 왜 망가지는가? 작가 때문에 망가집니다. En fait, souvent dans notre vie, il y a de très très belles histoires, mais pourquoi ces histoires sont très mal racontées, circulent très très mal? Parce que les écrivains essayent de faire quelque chose avec, et en fait, on ne sert pas les romans dans ce cas-là. 밀란 쿤데라는 소설이 무엇이냐는 질문에 자아의 거대한 시뮬레이션이라고 말한 적이 있어요. 자아의 거대한 시뮬레이션. 그러니까 어떤 상황 속에 들어가가지고 한번 살아보는 거죠. 그러니까 독자는 소설을 왜 읽느냐? 유한한 삶에서 책을 읽음으로써 여러 가지 삶을 살 수 있는 거죠. 작가는 소설을 왜 쓰느냐? 삶은 단일하고 유한한데 소설을 씀으로써 도둑으로도 살아보고 장녀로도 살아보고 살인자로도 살아보고 그 다음에 뭐 그렇게 살아볼 수 있는 거죠. 예. Mylène Kundera avait répondu à une question qui lui était lancée. Pourquoi on écrit roman? Comment on écrit un roman? Il a dit en fait parce que l'écrivain veut vivre simulé en ego, en alter ego. En fait, je pense que l'écrivain écrit parce qu'il veut vivre la vie de quelqu'un d'autre et les lecteurs lisent ses œuvres parce qu'il veut vivre aussi une autre vie dans une situation très très limitée. Donc l'écrivain normalement a une seule vie à soi-même qui est très très limitée, mais écrire ça lui permet de vivre en tant qu'un grand sage, en tant qu'une prostituée ou même en tant que quelqu'un qui tue quelqu'un, etc. Donc il y a plein de possibilités qui s'offrent. 이 소설 속에는 금고에 갇힌 멍청한 두 도둑과 여자 한 명이 있는데 거기에 무슨 메시지가 필요하거나 주제, 뭐 교훈 이런 게 필요하지 않은 거죠. 필요한 것은 금고에 갇힌 그 삶을 잠시 제가 한번 진실하게 살아보는 거, 정직하게. 작가에게 필요한 것은 오로지 그뿐이 아닌가라고 생각을 합니다. Et dans le roman que vous venez de dire, le prisonnier, justement, et en fait, il y a deux personnages qui sont très loufoques, et puis une femme, et une employée de la banque. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Quel message je pourrais faire circuler? Quel thème? Quel genre d'adage? Quel point de vue je pourrais adopter? Tout ce que je peux faire, c'est de faire vivre cette vie. Imaginez que vous êtes emprisonné dans un coffre-fort d'une banque pendant un week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Essayez de cette vie. Donc, essayez de faire vivre cette vie de manière authentique avec toute la véracité. C'est ce que peut faire un écrivain. 저는 30년 전쯤에 한 15살에, 그러니까 한국 나이로는 17, 미국 나이 15살에 작가가 되야겠다고 생각을 했어요. 그래서 한 20년 동안 책도 많이 읽고 뭐 글도 열심히 쓰고 그랬는데 20년쯤 지나고 난 다음에 알게 된 거죠. 다 쓸데없는 짓이구나. 그냥 작가는 이야기 속에서 살기만 하면 돼요. 정직하게. En fait, il y a 30 ans, quand j'avais l'âge de 15 ans, à l'âge occidental, à l'âge coréen 17 ans, parce qu'on a des façons de compter différentes, et j'avais décidé de devenir écrivain. Et pendant 20 ans, je me suis sacrifiée beaucoup pour lire, pour l'écrire, etc. Et enfin, au bout de 20 ans, j'ai compris ce que c'est écrire. Écrire, c'est justement de faire vivre les histoires et puis traduire la vie que je vis. C'est très beau ce que vous venez de dire parce qu'en fait, écrire, ça veut dire être libre. C'est la liberté. Et l'écrivain, il est libre. Il est libre de dire ce qu'il veut, d'inventer ce qu'il veut, comme le lecteur est libre finalement de se reconnaître ou de ne pas se reconnaître dans un personnage et aussi de se dire je suis bien content de quitter l'histoire quelquefois parce que sinon ça finirait mal. Mais c'est la liberté, cette liberté fondamentale de l'écrivain. 근데 막상 소설을 쓰다 보면은 작가가 별로 자유롭지 않더라고요. 왜냐하면 내 소설 속의 주인공들이 처음에는 힘이 없는데 점점 힘이 세져서 사실 제가 소설을 쓴다기보다는 그냥 이야기가 지 알아서 굴러가는 것이 아닐까. 그 이야기가 작가보다 훨씬 힘이 센 것이고 저는 그것이 더 정직하고 옳은 일이 아닌가, 더 훌륭한 일이 아닌가라고 생각을 합니다. Mais en fait, quand on se met à écrire des romans, on se rend compte très vite qu'on n'est plus le personnage principal de ce roman qu'on est en train d'écrire. Il y a une chose qui prend la place, qui prend la racine, c'est l'histoire elle-même. Même mes personnages, au fur et à mesure que j'avance, ils ont du pouvoir. On a l'impression qu'ils se construisent. L'histoire se construit et je n'ai plus le pouvoir de diriger cette histoire. Et donc, je me suis dit dans ce cas-là, il faut laisser faire
l'histoire. Et il faut être fidèle à cette histoire qui est en train de se faire. Il faut être authentique à cette histoire. C'est le personnage créé qui finit par imposer sa volonté. 처음에 제가 이야기한 것이 그건데 그래서 쭉 보면은 소설은 공간도 중요하고 아까 말씀하신 역사도 중요하고 다 중요한데 제일 안 중요한 것이 작가죠. C'est pour ça, c'est ça. Donc, dans la culture d'un roman, ce qui compte, c'est les personnages, les lieux, comme Lucas, l'histoire, ça compte beaucoup. Mais le moins important, c'est l'écrivain lui-même. 저는 아주 어릴 때 그 작가가 건축가라고 비슷한 거라고 생각했어요. 그러니까 집을 디자인하고 설계하고 건축을 하고. 그런데 좀 지나고 보니까 작가는 농부와 비슷한 직업인 것 같아요. 사실은 감자를 심으면은 감자가 지가 알아서 자라나는 것이지 바람과 비와 자연이 키워내는 것이지 농부가 하는 일은 별로 없거든요 보면. Et quand j'étais jeune, très petit, en fait, je croyais que l'écrivain, c'était comme un architecte. Il a des conceptions, il pose des pierres, il érige quelque chose. Mais avec l'âge, je vois maintenant que l'écrivain, c'est un agriculteur, en fait. Un agriculteur, il sème. Il plante des patates douces ou des patates. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est elle-même qui pousse. On n'a rien à faire. Il y a le vent, le soleil, la pluie qui font tout. Et l'agriculteur se laisse faire. Merci infiniment. Je pense que ça sera la conclusion. C'est je sais qu'il will kill me. Je le sais. Oui, il est dangereux. Ma I have just to say one thing. Abbiamo iniziato dicendo che c'entrano un autore sudcoreano con un autore italiano. Abbiamo detto c'è una penisola. La verità è che chi scrive non ha nazione, non ha mondo, e ringraziando Dio la Francia è un posto che adotta tutti gli artisti. Alors, on a commencé, vous avez compris, il y a besoin que je traduise. On a commencé par dire que justement ce qui on avait en commun, c'était la péninsule, la mer, mais en réalité il veut préciser que ce qui ont en commun, qu'ont en commun les écrivains, c'est le fait qu'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de nationalité, on est tous citoyens du monde, et la France c'est un pays qui accueille tout cela. Merci beaucoup. Je rappelle les titres. Jab, Kim Un-soo aux éditions Serge Safran éditeur, Luca Di Fulvio, Le Soleil des Rebelles chez Slatkin et compagnie. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les auteurs sur le stand, ils vous attendent. Et puis cette émission est enregistrée, vous pourrez la revoir sur Corrèze Télévision. Merci.